Vient de paraître aux éditions Via Romana un ouvrage de votre serviteur, La Nouvelle Droite en question. Alors, ce courant de pensée est régulièrement mis sous les feux de l'actualité, généralement quand la gauche observe que le champ culturel et métapolitique est en train de lui échapper. Donc, au-delà des slogans et des analyses sommaires, nous avons cherché dans ce bref ouvrage, puisqu'il se lit en 2 heures, il fait un peu plus de 100 pages, donc c'est à la portée de tout le monde, d'étudier cela autour de 3 axes majeurs. Tout d'abord, des perspectives historiques. Quelle est l'origine de ce courant intellectuel? Quel est son corpus, je dirais, doctrinal, même si nous verrons que justement, un de leurs principes, c'est de ne pas avoir de corpus doctrinal. Et puis enfin, quelle est la situation actuelle? Quelles sont les actions de ce courant de pensée? Première partie donc, quelques perspectives historiques. Tout commence à la fin de la guerre d'Algérie. La fin de la guerre d'Algérie est un traumatisme pour l'ensemble de la famille nationale, attachée à, si on peut se permettre cette expression, une certaine idée de la France. Une bonne partie des militants nationaux sont emprisonnés, ils seront libérés à partir, pour un certain nombre, les derniers, à partir de 1968. La fin de la guerre d'Algérie, c'est un traumatisme. De jeunes militants observent la trahison des autorités politiques, militaires et religieuses et décident de bâtir de nouvelles organisations. En 1963, Dominique Vénère crée une association qui est la matrice originelle du courant de la Nouvelle Droite, qui s'appelle Europe Action. Il s'agit de créer un mouvement européiste et nationaliste qui se caractérise dès ses origines également par un antichristianisme militant, ainsi que des références constantes au paganisme. Ces deux courants, antichristianisme, paganisme, tiennent leur source parmi deux auteurs dont les publications sont des publications importantes. D'une part, Jean Mabir, qui est un auteur régionaliste normand, qui a écrit de nombreux ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, avec une sympathie affichée pour les unités d'élite de l'armée allemande, et puis également un deuxième auteur qui vient de la gauche laïque, qui s'appelle Saint-Loup, qui a écrit donc Marc Augier, de son vrai nom, qui est un compagnon de Léo Lagrange, des œuvres de jeunesse laïque, et qui a eu, pendant la guerre, des attitudes actives de collaboration avec l'Allemagne, et qui a publié une trilogie des combattants français sur le front de l'Est, les volontaires, les hérétiques, les nostalgiques. Voilà, donc ce courant d'esprit, dès le début, est très marqué par un idéal européiste, l'antichristianisme, le paganisme. En 1965, ces équipes soutiennent la candidature à l'élection présidentielle de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui est un bide, puisqu'il fait aux environs de 5% des voix. Et donc, à partir des années qui suivent, à partir de 1969, ces équipes font le choix d'abandonner le combat directement politique et de se recentrer sur ce qu'ils appellent le combat culturel et le combat métapolitique. C'est pour ça qu'est créé en cette année, en 1969, le CRES, qui fait bien sûr référence à la Grèce, mais qui est aussi le groupement de recherche et d'études de la civilisation européenne. Quel est le credo de cet organisme? Il est bien synthétisé dans ce qui deviendra, en 1979, le serment de Delphes, écrit par un des maîtres à penser de ce courant de pensée, qui est Pierre Vial, donc qui est professeur d'université à Lyon. Je le cite. « Nous, Hellènes, Italiens, Belges et Français, rassemblés aujourd'hui sous le signe d'Apollon, et parlant au nom de tous nos frères européens, nous jurons d'œuvrer de toute notre énergie et de toute notre volonté à la renaissance de la culture européenne. En ce lieu sacré de Delphes, qui a été si longtemps le symbole de notre monde, nous jurons d'être fidèles à notre héritage et d'être fidèles à nos enfants. Nous jurons d'être fidèles à la plus longue mémoire pour bâtir le plus grand avenir. Par la source qui chante au fond du ravin, par l'arbre qui se dresse vers le soleil, par le sang de la vigne et l'or des épis de blé, par la charrue, par le glaive et par le sceptre, par la lyre d'Apollon dont le chant accompagne nos pas, nous le jurons, le soleil reviendra. »
Donc manifestation intellectuelle, européiste, imprégnée bien évidemment de paganisme. Ce serment de Delphes, c'est la mise en œuvre de la conviction qu'il faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités par un combat politique, faire ce que l'on appelle aujourd'hui pompeusement un gramscisme de droite. Alors autour de ces idées vont se rassembler de nombreux intellectuels brillants, et en particulier une étape claire de tout cela va être la quasi-prise de contrôle du Figaro Magazine, à l'époque dirigé par Louis Pauwels, en 1978. Voilà, le maître d'œuvre de cette opération est un brillant, puisque c'est Alain de Benoît. Alors immédiatement, au bout d'un an, quand même, une campagne de presse dirigée par Le Monde va s'attaquer à ce courant de pensée, qui débouchera quelques années plus tard sur l'élimination par Louis Pauwels de ces équipes dites néo-droitistes, qui voient donc un média de grande diffusion, puisqu'on monte jusqu'à 350, 400, 600 000 exemplaires, qui communiquent autour des publications et des thèmes de la nouvelle droite, le néo-darwinisme, et puis également déjà la lutte contre l'immigration. Un numéro en 1985 avait fait beaucoup de bruit, le titre était « Serons-nous encore français dans 30 ans ?» avec en particulier la contribution de Jean Raspail. Donc cette offensive médiatique débouche sur l'abandon par les équipes de la nouvelle droite du Figaro Magazine. Et parallèlement, à ce moment-là, d'autres équipes créent le Club de l'Horloge. Donc le Club de l'Horloge est un club qui s'adresse à des dirigeants, à des hauts fonctionnaires, à des chefs d'entreprise, qui véhiculent les mêmes thèmes avec une connotation plus économique et plus libérale. Bon, ces thèmes qui sont en particulier l'anti-égalitarisme, le refus d'une certaine forme de modernité également. Les équipes de la nouvelle droite ayant été expulsées du Figaro Magazine, elles vont à partir de 1984 trouver un autre champ d'entrée dans le cadre du Front National. Puisqu'en 1984, aux élections européennes, le Front National atteint 11% des voix, ce qui lui permet d'envoyer 11 députés au Parlement européen. Mais c'est un parti qui, comme nous le savons, va se développer, qui manque de cadres. Ces cadres vont lui être fournis en partie par la nouvelle droite, jusqu'à une tentative, ce que Jean-Marie Le Pen appellera un pouputsch, donc le pouputsch qui a lieu en 1998, dans lequel Bruno Maigret, qui est polytechnicien, qui n'est pas membre de la nouvelle droite directement, mais qui est entouré de nombreuses personnes de la nouvelle droite, Jean-Claude Barnet, Jean-Yves Le Gallou, Philippe Millot, tentera une prise de contrôle du Front National qui débouchera sur un échec. Donc, voilà les perspectives historiques. Quels sont les fondements intellectuels de ce courant de pensée? Alors, ça n'est pas très simple à définir parce que Alain de Benoît, qui est le maître à penser de cette équipe, refuse toute forme d'universalisme, refuse toute forme de transcendantaux et de principes s'appliquant à tous. En particulier, un des thèmes majeurs de ce courant de pensée, c'est que chaque peuple, chaque culture, chaque civilisation est porteur d'une anthropologie et en particulier est porteur d'une religion. Donc à chaque peuple, sa religion, ce qui compte, c'est que les civilisations ne cherchent pas à empiéter les unes sur les autres. Alors quelques noms quand même qu'il faut avoir en tête. Louis Rougier, donc Louis Rougier est professeur d'université, c'est un homme brillant. Son ouvrage le plus connu, qui sera édité par les éditions Copernic, qui sont les éditions de la Nouvelle Droite, le conflit du christianisme primitif et de la civilisation occidentale. Voilà, les thèmes développés par Louis Rougier, c'est l'anti-égalitarisme, l'éthique du vivant, le refus de l'éthique du péché, et puis également l'exaltation de l'héritage indo-européen, et avec en particulier une forme de fascination pour la civilisation indienne. Voilà, ça c'est un thème que l'on retrouve toujours dans les auteurs de la Nouvelle Droite, c'est la fascination pour l'Inde, qui est une société anti-égalitaire, avec le système des castes, qui est une société également avec une religion nationale, l'hindouisme, et puis également qui est une civilisation qui exalte alors ce que les auteurs de
la nouvelle droite appelle un érotisme sacré. Voilà, c'est l'exaltation des sens. Donc tout cela correspond bien au mode de fonctionnement de cette famille de pensée. Deuxième penseur, il est plus connu que Louis Rougier, Frédéric Nietzsche. Donc c'est l'exaltation de la volonté de puissance. Là aussi, c'est l'antichristianisme. On pense à ses ouvrages Ainsi parlait Zarathustra, et puis par-delà le bien et le mal. Voilà, c'est une idée que l'on retrouve. Il n'y a pas de morale transcendante. Voilà, il y a des morales de situation, et morale, ce qui favorise le développement du peuple auquel chacun est attaché. Deux autres auteurs, René Guénon donc, qui en particulier va écrire plusieurs ouvrages en réaction au monde moderne. Alors René Guénon finira en s'étant converti au soufisme, à l'islam, donc avec une appétence pour les civilisations orientales, et puis également une forme de gnosticisme. Et puis dernier auteur, c'est le plus récent dans ceux qui sont décédés, c'est Julius Evola, donc qui est un Italien qui meurt en 1974 et qui est un fasciste revendiqué pendant la Seconde Guerre mondiale et après également la Seconde Guerre mondiale, qui lui aussi a écrit de nombreux ouvrages sur la critique du monde moderne. Voilà, révolte contre le monde moderne. Voilà un petit peu ce qui constitue le corpus intellectuel de cette famille de pensée. Alors aujourd'hui, où en est-on ? Quelles sont les actions des uns et des autres? Alors pendant très longtemps, pendant une quinzaine d'années, de 2002 à 2017, Dominique Vénère a assuré la direction de la Nouvelle Revue d'Histoire, donc une revue de qualité qui rassemblait à la fois effectivement des auteurs de la Nouvelle Droite, mais également des auteurs du courant traditionnel, catholique. Voilà, on peut penser à des articles de Jacques Hers, de Jean de Vigry sur ces sujets. Donc une revue de grande qualité, très orientée. En particulier, c'était le cas dès le premier numéro sur l'exaltation de la civilisation européenne. Et puis une forme aussi, incontestablement, de fascination sur les régimes autoritaires de l'entre-deux-guerres. Donc une revue de qualité qui a rétabli la vérité sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, ce courant est essentiellement représenté dans trois types d'actions. Tout d'abord, tout ce qui tourne autour des médias alternatifs, dans le cadre des actions menées par Jean-Yves Le Gallou, donc qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est un ancien du club de l'horloge, qui est énarque, qui est un esprit tout à fait brillant, un excellent organisateur, et qui, dans le cadre de l'Institut Polémia, anime d'une part des émissions sur TV Liberté, et d'autre part organise des événements, et en particulier la remise des Bobards d'or une fois par an, décernés aux journalistes du service public, mais pas uniquement, qui se sont manifestés par leurs bobards les plus marquants. Donc d'abord une présence sur ces médias alternatifs, avec une place toute particulière dans ces médias alternatifs, qui doit être attribuée à TV Liberté. Le fondateur, Philippe Millot, est un militant historique de la Nouvelle Droite, mais c'est également une approche que l'on retrouve dans le cadre de Radio Courtoisie, dont Henri de Lesquen, ancien du Club de l'Horloge, a été président pendant un temps. Donc effectivement, des dirigeants qui sont historiquement liés à la Nouvelle Droite, mais qui laissent à chacune des familles de la droite, entre guillemets, et en particulier de la droite catholique, la place qu'ils estiment devoir leur revenir dans ce cadre. Donc, premier positionnement aujourd'hui de la Nouvelle Droite dans le cadre de ces médias alternatifs. Deuxième positionnement, dans le cadre d'une revue mensuelle de grande qualité, dirigée par François Bousquet, aujourd'hui Xavier Aimant, et dans lequel on retrouve, en particulier Louis Rougier a insisté là-dessus, c'est sur l'importance d'utiliser les découvertes techniques
les mettre au service du développement de la civilisation européenne. Voilà, il y a dans les écrits, dans les publications d'éléments des années 70, voilà, une volonté d'étudier les questions scientifiques, médicales, dans une optique qui est en partie une optique darwinienne. Et puis également, non pas dernier étage de la fusée, mais élément le plus connu, c'est bien sûr l'Institut Iliade, qui est aujourd'hui dirigé par Romain Petitjean. Donc cet Institut Iliade qui a pour vocation de transmettre la longue mémoire européenne. Voilà, transmission de cette longue mémoire européenne qui se fait dans le cadre d'un colloque annuel qui a lieu à la Maison de la Chimie, qui rassemble 1500 personnes, qui est de grande tenue, à la fois intellectuelle et puis simplement également humaine, dans les gens qui sont là, les gens que l'on rencontre, et qui s'est donné pour mission, au service de cette défense de transmission de l'idée européenne, de reprendre à son compte l'héritage de Dominique Vénère. Dominique Vénère, dont le suicide il y a quelques années devant l'hôtel de Notre-Dame avait fait beaucoup de bruit, et qui est effectivement une des personnalités marquantes de ce courant. Voilà, les deux personnes, les deux gourous, si l'on veut, c'est Alain de Benoît, donc, qui est toujours vivant, mais qui est un homme d'un certain âge, il doit avoir 83 ans maintenant, et Dominique Vénère, décédé par suicide. Alors, à la fin de ce petit livret, nous proposons une synthèse. Quels sont les éléments de synthèse qu'on peut retenir? Tout d'abord, noter la qualité intellectuelle d'un certain nombre de représentants de ce courant de pensée. Également, la volonté de s'opposer au monde moderne, et cela avec incontestablement beaucoup de courage. Voilà, Courage, c'est le titre d'un ouvrage de François Bousquet. Des actions concrètes. Les actions concrètes, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est Radio Courtoisie et puis c'est TV Liberté. Donc, un courant intellectuel qui continue d'exister, un courant intellectuel qui rayonne dans le cadre de l'Institut Iliade. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du colloque annuel, mais il y a des formations aussi tout au long de l'année, voilà, qui reprennent les thèmes classiques de la nouvelle droite, la défense de l'identité européenne, le christianisme conçu comme un corrupteur de ce qu'il faisait l'originalité de l'Europe, puis également un grand relativisme moral et religieux. En conclusion, sous le titre Ni crispation ni naïveté, voilà, je propose de prendre en compte les éléments positifs qui peuvent exister dans les actions et dans les réflexions de ce courant de pensée, un refus de la modernité, un refus de voir la civilisation européenne submergée par des populations, des civilisations étrangères à son histoire, à ses us, à ses coutumes, etc. Également, un refus d'une certaine forme de nivellement par le bas, d'égalitarisme, une mise en avant des vertus. Dominique Vénère a beaucoup écrit là-dessus. On retrouve ce qu'il y avait chez Nietzsche aussi, des vertus, de l'honneur, du courage, du respect, de la parole donnée. Voilà, tout ceci est éminemment respectable, mais ce sont les réserves que l'on ne peut pas ne pas faire. Toute civilisation, toute pensée politique repose sur une anthropologie. Alors, l'anthropologie chrétienne, elle repose sur la conviction que l'homme est un dieu déchu qui se souvient des cieux, pour reprendre le poète, mais que l'homme, fondamentalement, il est blessé par le péché originel. Il a besoin de la grâce pour être fidèle à sa vocation. Voilà. Toute conception étrangère au courant néo-droitiste, voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de péché. Il y a les hommes forts dont la responsabilité est de diriger les peuples dont ils font partie. Et puis également, il y a un très très grand relativisme moral sur la morale conjugale, la contraception, l'avortement, et puis également une exaltation des sens. Voilà, le Grèce, dans les années 70, organisait voilà, du festival du film pornographique. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit un bon moyen de relever ce pays. Et puis, nous terminons ces réflexions par un très émouvant texte, c'est la conversion de Guillaume Faye
Voilà, Guillaume Faye a été un des intellectuels les plus brillants de ce courant de pensée. Il en a été membre, il s'est brouillé avec eux, il est revenu, il est reparti, donc un personnage intellectuellement très brillant, épuisé, ravagé par une vie de toute forme de débauche que l'on puisse imaginer. Et à la fin de sa vie, opérant une conversion qui n'est pas un coup de tête, c'est le témoignage qui est donné par les prêtres qui l'ont rencontré, mais qui est le fruit d'une maturation. Voilà, je crois que c'est une note d'espérance, avec également, je pense, pour nos téléspectateurs, bien intégrer le fait que Jean Madiran, que je cite à la fin de ce livre, il a une réflexion tout à fait intéressante. Il dit, en substance, la foi est un don de Dieu. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir la foi. En revanche, il y a quelque chose qui, si elle est un don de Dieu, est aussi le fruit de l'action des hommes, c'est la chrétienté. C'est la volonté de bâtir une société civile dans laquelle il sera plus facile de se conformer au décalogue que de ne pas le respecter. Et en fait, avec je dirais, ce courant néo-droitiste, il y a clairement une pierre d'achoppement autour de ce concept de chrétienté, pierre d'achoppement qui refuse également sur des différences anthropologiques inconciliables. Voilà. Eh bien, nous espérons que cette petite présentation vous donnera envie de lire ce livre. C'est un sujet d'actualité, particulièrement d'actualité aujourd'hui, dans la mesure où, face à l'échec de la modernité, un certain nombre de jeunes en particulier se trouvent vers ce qui leur semble le mieux correspondre, le mieux répondre à leurs attentes pour se réapproprier notre identité. Et je crois que l'identité européenne, d'une part, l'identité française, d'autre part, non seulement elle ne peut pas faire l'impasse sur le christianisme, mais elle doit fondamentalement considérer le Christ et le christianisme comme la pierre d'angle d'un authentique redressement national, voire européen.